Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui revient sans cesse dans le débat économique, un sujet assez complexe, le chômage structurel. On entend ça partout, non? D'un côté, des entreprises qui se plaignent de ne pas trouver de candidats, et de l'autre, des tas de gens qui cherchent un emploi. C'est un vrai casse-tête. Alors, comment expliquer ce paradoxe? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord définir ce chômage qu'on dit incompressible. Ensuite, on verra les problèmes d'appariement, le paradoxe des salaires, le rôle des institutions, et pour finir, on fera une petite synthèse de tout ça. Allez, c'est parti pour la première section. Avant toute chose, il faut poser les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de ce chômage qui semble, impossible à faire disparaître? Voilà, la définition est posée. Le mot-clé ici, c'est vraiment durable. On ne parle pas du chômage qui monte et qui baisse avec la conjoncture. Vous savez, quand l'économie va bien ou mal. Non, là, il s'agit de blocages profonds inscrits dans la structure même de l'économie, qui empêchent le marché du travail de bien tourner. Bon, maintenant qu'on a la définition, voyons la première grande cause. C'est ce qu'on appelle le problème d'appariement. L'image est assez simple. Imaginez qu'on a des offres d'emploi d'un côté et des demandeurs d'emploi de l'autre. Mais pour une raison ou une autre, la rencontre ne se fait pas. C'est comme si les deux pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Et un des plus gros blocages, il est là. C'est le décalage des compétences. C'est très clair. Les employeurs aujourd'hui, ils cherchent quoi? De l'expertise dans le numérique, des qualifications très pointues, et de l'autre côté, on a des personnes dont les compétences viennent de secteurs plus traditionnels, parfois en déclin. Il y a un vrai fossé entre ce qui est demandé et ce qui est proposé. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, ce problème de décalage, il a trois visages. D'abord, il y a le frictionnel. Bon, ça c'est un peu normal, c'est le temps qu'il faut à quelqu'un pour trouver le bon job. Mais ensuite, on a le décalage de compétences, celui qu'on vient de voir, qui est beaucoup plus problématique. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Des secteurs meurent, d'autres naissent, et les compétences doivent suivre. Et enfin, il y a le décalage spatial. C'est simple, les emplois sont à un endroit, et les gens qui pourraient les occuper sont ailleurs. Et déménager, ce n'est pas toujours possible. Ok, on passe à une autre cause, et celle-là, elle est un peu surprenante. Ça s'appelle le paradoxe du salaire, ou la théorie du salaire d'efficience. C'est une autre pièce du puzzle qui explique pourquoi le chômage a du mal à descendre sous un certain seuil. Pour comprendre ça, il faut se mettre à la place de l'employeur. Quand on recrute, on n'a jamais une information parfaite. On ne sait pas vraiment si le candidat sera productif, motivé. C'est ce qu'on appelle la symétrie d'information. Il y a toujours un risque. Alors comment faire pour limiter ce risque? Eh bien, une des solutions, c'est ça, le salaire d'efficience. La logique est la suivante. Au lieu de payer le salaire du marché, l'entreprise va volontairement proposer un salaire plus élevé. Pourquoi? Pour attirer les meilleurs profils, bien sûr, mais aussi pour les motiver et les fidéliser. Sauf que, il y a un effet pervers. Si chaque employé coûte plus cher, l'entreprise, avec le même budget, va pouvoir en embaucher moins. Et donc, mécaniquement, ça laisse d'autres candidats sur le carreau. Allez, troisième grande famille de causes, le rôle des institutions. On parle ici des règles du jeu du marché du travail, les lois, les réglementations, tout ce qui encadre l'emploi. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le SMIC, le salaire minimum. L'objectif est louable, évidemment, c'est de protéger les travailleurs. Mais l'argument est que si ce salaire minimum est fixé à un niveau trop élevé par rapport à la productivité des travailleurs les moins qualifiés, ça peut devenir un problème. Pour l'entreprise, le coût du travail devient trop cher et elle peut décider de ne pas embaucher ou même de remplacer le poste par une machine. Et c'est un peu la même logique pour les lois qui protègent l'emploi. D'un côté, c'est une sécurité pour les gens qui ont déjà un travail. Mais de l'autre, si les règles sont perçues comme trop rigides, trop coûteuses en cas de licenciement, ça peut freiner les entreprises à embaucher. Elles vont hésiter avant de prendre le risque d'un nouveau contrat, ce qui pénalise souvent ceux qui cherchent à entrer sur le marché, comme les jeunes par exemple. Voilà, on a vu les principales causes. Il est temps maintenant de mettre toutes les pièces ensemble pour avoir une vue d'ensemble de ce phénomène complexe. Pour résumer, on a donc trois grands mécanismes. Premièrement, les problèmes d'appariement. Les compétences, la géographie, le temps de recherche, ça ne matche pas. Deuxièmement, les salaires d'efficience. Payer plus cher pour avoir les meilleurs, mais du coup en embaucher moins. Et troisièmement, les institutions. Le salaire minimum, les lois sur le travail, qui peuvent augmenter le coût de l'embauche. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le chômage structurel, ce n'est pas un seul problème, mais plein de problèmes interconnectés. Il n'y a pas un seul coupable et donc pas de solution magique. C'est un système, un vrai système, avec plein de facteurs qui jouent les uns avec les autres. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond, celle qui est au cœur de tous les débats. Comment on fait? Comment réformer le marché du travail pour qu'il crée plus d'emplois tout en continuant à protéger les travailleurs? C'est vraiment la recherche d'un équilibre très délicat, un défi permanent. Voilà, c'est la fin de notre analyse. Merci de l'avoir suivi.